Les Acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Acteurs de la Transformation. Cette semaine, nous sommes avec Patrick Iserman et nous allons aborder la différence de positionnement entre un manager de transition financier et un directeur financier en entreprise. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer votre parcours ? On va parler un peu de vous. Oui, mon parcours classique, directeur financier ou toutes les fonctions financières. Pendant très longtemps et dans une première partie de ma carrière en entreprise, dans des environnements des fois un petit peu différents, c'est-à-dire soit dans des filiales de groupes cotés, soit dans des groupes tout seuls, dans des entreprises ou des groupes entreprises familiales, et j'ai fait quand même pas mal de LBO. Donc, soit rentrer dans des entreprises, des groupes qui étaient déjà sous LBO, soit Alors, monter est-ce que vous des pouvez LBO. nous expliquer ce qu'est une LBO ? Alors, un LBO, LBO. Oui, c'est un Leverage Buyout, c'est ce que veut dire l'acronyme en anglais. Globalement, c'est apparu dans les années 80. C'est une technique financière pour pouvoir acheter un groupe, une entreprise. Ceux qui ont le projet d'acheter l'entreprise, qui devenir les actionnaires, vont chercher à lever le maximum de dettes pour pouvoir financer l'acquisition, mettre bien sûr un petit peu de fonds propres, classiquement, mais l'acquisition va se faire énormément ou majoritairement par de la dette, et la technique, c'est d'aller endetter la structure qui va être acquise pour faire... on appelle ça, c'est pour ça que c'est leverage, le levier, notamment un levier fiscal, puisque l'entreprise va être très endettée, va payer beaucoup de charges financières, et en général, les charges financières sont déductibles fiscalement. Il y en a de plus en plus ou pas ? Non, il y a eu les LBO, il y en a eu beaucoup. Il y a eu plusieurs vagues historiquement. Il y a eu les années 80, où là, ils rachetaient sous LBO des groupes qui étaient des conglomérats sous-cotés. Le plus connu était le premier très très gros, était le Nabisco, qui était dans les années 80, fait par KKR, qui était un fonds de private equity, un des premiers, un des leaders, qui a fait les premières opérations. Et l'objet, c'était de revendre à la découpe, quelque part, de démanteler les conglomérats sous-cotés, avec l'hypothèse que la totalité des parties était supérieure en valeur au tout. Donc, ils vendaient les sociétés les unes après les autres. Après, il y a eu plusieurs autres vagues, et depuis les années 2000, c'est vraiment une technique de rachat d'entreprise qui s'est développée pour des gros groupes, des petits groupes, et qui est plus un phénomène. Ça a été aussi pas mal porté par les problèmes de transmission d'entreprise qu'il y a eu, les entrepreneurs, les propriétaires ayant parfois du mal à transmettre leur entreprise, et c'était un moyen comme un autre. Voilà, mais ça s'est beaucoup développé. Il y a beaucoup maintenant de LBO, enfin pas mal de LBO qui sont faits en France et par le monde. C'est une bonne nouvelle pour vous. Oui, le LBO est une technique d'acquisition qui implique quand même un certain nombre de choses pour le financier, puisque moi je suis directeur financier. D'abord, le financier est en première ligne. Le directeur financier est en première ligne avec le directeur général, parce que les acquéreurs, ce sont des financiers, ce sont des fonds de private equity, ce sont des family office, mais c'est des gens qui recherchent du retour, donc ce sont purement des financiers. Donc l'interlocuteur naturel est le directeur financier. Ça veut dire aussi que là, l'entreprise étant très très endettée, il faut être focalisé sur la gestion de la trésorerie, optimiser le cash, gérer la dette, aller très très vite. C'est le monde de la réactivité, de l'anticipation aussi. Il faut aller vite, parce qu'on est en face de nous avec des actionnaires qui ne sont pas des industriels qui ont le temps, c'est des gens qui veulent aller vite. Donc ça veut dire que pour le financier, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et pour le management de transition aussi. On va y venir justement. Voilà. On va parler des différences entre un manager de transition spécialisé dans la finance et un directeur financier en entreprise. Alors, quelles sont les grandes différences ? Pour moi, la grande différence, ou parmi les différences que je vois, étant entendu que moi, dans mon parcours, j'ai fait de l'entreprise, du management de transition, de nouveau de l'entreprise. Donc j'ai fait des allers-retours entre les deux. Je ne suis pas un pur manager de transition qui a fait, à partir d'un certain moment, ma carrière uniquement en management de transition. J'ai fait des allers-retours entre l'entreprise ou le corporate et la transition. Je pense que les grosses différences, c'est des différences d'approche.
des différences disons de qualité qu'il faut avoir, même si des deux côtés il faut avoir des qualités, un manager de transition, il est là pour un temps déterminé, avec en général une fin de mission qui est fixée à l'avance, où au moins on sait à peu près jusqu'où ça va. 2, il est là pour remplir des objectifs précis. Il vient pour remplir un besoin. Quand on est manager en entreprise, corporate, bien sûr, on répond à un besoin, mais pas de la même manière. Là, on vient avec des objectifs. L'entreprise a un problème, l'entreprise a un projet. Il y a un facteur temps. Et il y a un facteur temps qui est, faut aller très, 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 très vite. Et il y a un phénomène aussi, je pense que c'est là-dessus aussi, moi j'étais le plus surpris quand j'ai commencé le management de transition dans l'entreprise, mais il y a une nécessité d'acculturation forte ou de rentrer rapidement dans la culture d'entreprise et d'avoir un peu ces antennes-là, parce qu'on rentre dans une entreprise qui est soit, ou un groupe qui est soit en problème, restructuration, réorganisation, soit en développement, qui a des projets, parce qu'il y a des managers de transition qui viennent pour gérer des projets, mais c'est toujours l'urgence, avec souvent des équipes sous stress, positifs ou négatifs, avec une culture d'entreprise, et puis le manager de transition, il fait avec les gens qui sont là. Il n'a pas, bien sûr, il peut faire de l'assessment d'équipe, de voir ce qu'il faut bouger, mais en attendant, il est avec ça, et il doit avoir un dialogue avec le management de l'entreprise, avec des objectifs clairs, et souvent les actionnaires, surtout quand on intervient dans des managers de transition, arrivent dans un monde de LBO, où les actionnaires sont très très proches du management et sont vraiment une partie prenante. Donc ça veut dire que là, il y a un facteur temps, un facteur d'adaptation fort, il faut avoir ses convictions en tant que manager, bien sûr maîtriser ses techniques, mais ça tout le monde les a et on a à peu près les mêmes techniques quelle que soit la situation, et pouvoir quand même être à l'écoute des équipes et à l'écoute du management, à l'écoute du business. Enfin, il faut avoir des antennes et disons ces capteurs très très ouverts. Quand on est comme vous, quand on a justement cette double casquette que vous avez, donc vous êtes directeur financier en entreprise, également manager de transition financier, comment on fait pour faire face à une situation de transformation et de restructuration justement ? Il n'y a pas de chemin tout fait parce que chaque cas est particulier. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique. Bien sûr, il y a des attitudes qu'on doit avoir, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Quand on arrive en restructuration, alors ça dépend jusqu'où ça va, où en est l'entreprise, où en est le groupe. Mais déjà, ce qui est classique, c'est d'avoir des objectifs clairs, savoir qui donne les objectifs, ce qu'ils attendent. Alors, ça peut être le management, les actionnaires, les deux. Des fois, les intérêts ne sont pas totalement alignés, donc il faut faire quand même un tout petit peu attention. Mais savoir quels sont les objectifs, les attentes, les contraintes. Et il faut extrêmement, alors ça c'est peut-être l'expérience qui joue, pouvoir faire l'audit ou au moins sentir les axes pour pouvoir avancer. Et ce qui est très important, parce qu'on arrive, effectivement on est pris par le temps, mais avec souvent des questions disons juridiques, judiciaires, de pression des banques, des fournisseurs, enfin des parties prenantes, quand vraiment on arrive en restructuration et que l'entreprise ne va pas bien, c'est quand même de réinstaurer de la confiance. Souvent la confiance est assez abîmée, soit en interne, soit vis-à-vis des tiers. Et l'important, c'est d'avoir des quick wins, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est c'est-à-dire d'avoir des victoires rapides, quick wins. Exactement. Mais c'est d'avoir, de pas dire, de donner une visibilité, de ne pas avoir un effet tunnel pour les troupes en interne, pour pouvoir continuer à les mobiliser. Je dis souvent, ils sont assez stressés ou démobilisés, ou vis-à-vis des actionnaires, / management, ou vis-à-vis des parties prenantes, fournisseurs, banques, etc., qu'ils aient un effet tunnel, c'est-à-dire, ça c'est la pire des choses, il y a un manager qui arrive, il y a une situation un peu de crise ou compliquée, il n'y a pas de plan le temps qu'on arrive, le temps que le plan se construise, il y a un effet tunnel et les gens ne voient rien pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça veut dire des quick wins. Ça peut être, moi ce que je fais assez souvent, c'est de revoir, parce que ça se voit alors, mais de revoir déjà la forme du reporting. On reporte en général mensuellement. Quand l'entreprise ou le groupe est en situation un peu délicate, souvent les reportings sont faits, ils sont un peu branlants, on va dire, pas forcément exacts, pas forcément dans les temps. Donc c'est par exemple de revoir les reportings, ne serait-ce que sur la forme du reporting, de rentrer des nouveaux KPI, des nouveaux indicateurs, de changer la forme, de respecter les délais de sortie des reportings. Voilà, ça peut être un premier quick win, mais ça dépend de chaque situation arrivée, mais l'important, c'est de montrer très rapidement à tout le monde que
les choses avancent, en attendant d'avoir les éléments de fond, c'est-à-dire de sortir son plan, de revoir ses process, de refaire un assessment des équipes, enfin toute la batterie habituelle. Donc ça, c'est important. Et ce qui est important, de nouveau, je le redis, c'est d'avoir des objectifs clairs, définis et codéfinis et négociés, entre guillemets, avec les actionnaires et le management pour pouvoir avoir les ressources nécessaires ou au moins la latitude de pouvoir bouger. Le pire, c'est de ne pas avoir d'objectifs ou d'objectifs pas clairs, pas partagés, pas acceptés. Vous avez de grandes chances d'aller dans le mur au niveau de la mission. On va parler concrètement maintenant. Quelle est la plus grosse problématique à laquelle vous avez fait face? Alors, bien sûr, ça utilise votre expérience. Est-ce que vous pouvez nous y répondre? Alors, il y a des choses que je peux dire et puis il y a des choses que je ne peux pas dire. Alors, ce que vous pouvez dire, évidemment. Mais je citerai deux choses. Une chose assez classique en termes de problématique, c'est le remplacement un peu en pompier d'un CFO. C'est-à-dire, il y a le CFO qui est en place. Ça ne fonctionne pas pour X ou Y raison, etc. Et il faut venir le remplacer extrêmement rapidement. Donc là, par exemple, j'ai eu un cas dans une business unit d'un groupe coté, dans la communication et les médias, où ce groupe avait fait beaucoup d'acquisitions dans un certain domaine d'activité, avait nommé un CFO à sa tête, donc c'était une forme de start-up, mais avec beaucoup d'activités, beaucoup d'actifs, parce qu'ils avaient regroupé tout dans cette société. Bon, le CFO, qui est un bon gars, mais n'était complètement dépassé par les événements, par la tâche, et donc sortait pas un reporting, les affaires n'étaient pas gérées, la trésorerie n'était pas gérée, enfin un ensemble de choses qui ne fonctionnaient pas, les process n'étaient absolument pas gérés, et c'était une BU d'un groupe coté. Français. D'accord. Donc avec des contraintes réglementaires. Non, mais avec des éléments réglementaires. Donc ça a été d'arriver, c'est de reprendre, mais avec des équipes complètement sous stress. Donc redonner confiance dans les équipes, redonner confiance dans le groupe. La direction financière du groupe était complètement... avait plus du tout confiance dans ce qui se passait. Voilà, ce n'était pas le plus compliqué, mais il fallait aller très très vite. Et surtout avec un business qui générait à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais sans structure, sans rien, sans personne. C'est un challenge énorme. Oui, c'est un beau challenge. Un autre qui est arrivé, ça c'est dans mon parcours, mais arrivé un peu en pompier en tant que CFO pour des sociétés, des groupes qui sont sous conciliation, enfin qui ont quelques soucis, pour lesquels le CFO existant, ça ne fonctionne pas, n'arrive pas à remplir, ou problème de confiance des actionnaires, des banques, etc. Et d'arriver au milieu de négociations, ce qui m'est arrivé quelques fois, avec plein de gens autour de la table, des banquiers, des financiers, un administrateur judiciaire ou conciliateur, etc. Et de rentrer très très rapidement, en plus dans une négociation qui est souvent déjà ouverte, déjà commencée, et de pouvoir prendre la négociation, y participer, amener son apport très très rapidement, et de nouveau montrer que les choses maintenant sont en main. Et de nouveau, on revient sur toujours la même notion, c'est la confiance. On arrive, on est manager de transition, comme n'importe quel manager, mais on arrive, on doit donner confiance, mais on n'a pas beaucoup de temps pour donner confiance. On ne peut pas se tromper trop souvent. Si on se trompe, la confiance se gagne, elle ne s'achète pas. Et si on n'a pas réussi on ne réussit pas à instaurer ce climat de confiance et montrer à toutes les parties prenantes, internes et externes, qu'on va aider à s'en sortir, la mission est mal partie. Écoutez, merci beaucoup Patrick d'être venu répondre à nos questions. Je vous en prie, c'était avec un plaisir. Et pour nous aussi, un grand plaisir. Merci à tous, les Afters de la Transformation, c'est terminé. Mais vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur la chaîne YouTube d'Adequancy et évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Bonne journée. Les Afters de la Transformation, émission à réécouter, à télécharger sur adequancy.com, toutes les plateformes de podcast.